Bonjour, nouvelle édition du journal de la rédaction, le 7-8, l'actu sur TV Fil 78. Voici les titres en images de ce vendredi 18 octobre. La loi évolue en matière d'égalité homme-femme. Enfin, diront les militantes de Elles aussi, l'association qui se bat depuis 1992 pour la parité en politique. Et au municipal de 2014, il y aura donc du changement. Nous le verrons dans un instant. Politique également, avec dans cette édition le MoDem, l'UMP puis l'UDI qui dévoilent leurs candidats dans le département après le PS la semaine dernière. Quelques surprises à Maurepas ou encore à Vélizy. Et puis l'invité aujourd'hui, c'est Nicolas Hardy, à la tête d'une délégation de parents d'élèves. Il demande le retrait immédiat de la semaine de 4 jours et demi à Trappes. Une manifestation vient d'avoir lieu jeudi soir, donc vous venez d'en voir quelques images. L'image du jour, justement, c'est une photo. Alain Delon et sa fille réunis sur scène pour la pièce Une journée ordinaire, mise en scène par Jean-Luc Moreau. C'était un succès en 2011 au Bouffe Parisien et ce devrait être encore le cas ce vendredi soir à Montigny-le-Bretonneux. Représentation à la ferme du Manet à 20h30. Une journée ordinaire qui retrace les difficultés de Julie, 20 ans. Elle rêve de liberté, d'émancipation. Seulement, elle vit seule avec son père. Un homme, une femme et entre les deux, beaucoup d'inégalités dans la société, en entreprise, en politique aussi. Elles aussi, c'est une association qui milite depuis 1992 pour cette parité. Elle a décidé de rappeler que des progrès avaient tout de même été réalisés et en 2014, les candidatures municipales vont être fortement féminisées. Les explications de Yolène Torres et de Jonathan Villeman. À quelques mois des municipales, le réseau Elles aussi intensifie ses actions pour la parité dans toutes les instances élues, d'autant plus que la loi du 17 avril dernier modifiera complètement les prochaines élections départementales. Un homme et une femme vont se présenter en même temps dans chaque canton. Autre nouveauté dans le département des Yvelines, 60 communes de plus seront concernées par les listes paritaires aux prochaines élections municipales. Des avancées réelles mais qui n'effacent pas certains stéréotypes. Elles ont quand même besoin d'être boostées puisque elles pensent, on n'arrête pas de leur faire des procès d'incompétence, donc elles pensent qu'elles n'y arriveront peut-être pas. En plus, il y a le problème du partage, ça vous le savez, des tâches domestiques où c'est 80% des tâches sont faites par les femmes. Or, il est bien évident à partir du moment où on est élu qu'on a des responsabilités, qu'il faut un meilleur partage des tâches. Donc, il faut réorganiser un petit peu sa vie quand même. Les 9 et 16 novembre, 2 forums seront organisés dans le département pour inciter les femmes à s'engager. Actuellement, sur les 262 communes, on compte moins de 60 femmes maires. Nous avons des élus actuels qui viendront témoigner de la richesse de leur mandat et devant des personnes qui se posent actuellement la question, vais-je me présenter, dans quoi je m'embarque, etc. Est-ce que ça sera difficile, est-ce que je suis compétente, est-ce que... Les femmes se posent beaucoup de questions. Une parité qui évolue donc, mais la présidente note quelques points noirs. À l'Assemblée nationale, il n'y a que 26% de femmes. Au Sénat, il y a 22%. Il y a des progressions, mais elles sont lentes. En France, on compte actuellement 14% de femmes maires. Et justement, imposer cette parité homme-femme, est-ce une bonne idée? C'est notre question du jour. Voici vos réponses. Oh non, je trouve ça inutile, moi. En fait, à chacun ses valeurs et... Autant arriver à ces postes-là par son talent et par la conviction, sans pour cela imposer la parité. Bah, c'est normal. Faut nous représenter quand même, je sais pas. Bien sûr. Alors pourquoi? Moi-même, nous avons 2 filles et ça me semble tout à fait évident qu'elles soient considérées de la même façon que des hommes. Et la parité, c'est bien dans son esprit parce que c'est vrai qu'il faut donner la chance aux femmes autant qu'aux hommes d'apparaître au public et de se révéler dans des positions politiques ou autres. Mais s'il y a moins de femmes que d'hommes qui peuvent s'engager et qui ont le temps de s'engager, parce que les femmes, elles ont autre chose à faire, bon, pourquoi pas ? Politique toujours, le MoDem des Yvelines en ordre de marche pour les municipales. 38 candidats désignés, ils seront soit tête de liste, soit présents sur des listes de rassemblement, des listes d'union. Le détail sur notre secteur avec Catherine Zulato et Jonathan Villeman. Le MoDem en ordre de marche dans le département. 38 candidats sont pour l'instant connus, soit ils seront tête de liste, soit les électeurs pourront les retrouver sur des listes d'union. On est positionné à peu près partout, dans les villes de plus de 10-15 000 habitants, on aura des candidats partout. Notre ambition en fait c'est déjà de soutenir des projets locaux, d'avoir des élus pour 2014, c'est important, on a les intercos qui se mettent en place, il faut qu'on soit représenté dans les conseils communautaires, les élections sénatoriales qui approchent mais dans un futur un peu plus lointain, et il faut qu'on soit très très présent en termes de représentation dans les Yvelines. Sur notre secteur, certains emmèneront une liste MoDem. C'est le cas de Jean-Loup Caria à Guyancourt. Il avait déjà présenté une liste aux dernières élections municipales.
On a un projet assez structuré sur lequel on veut se battre pour changer Guyancourt, pour être en mouvement à Guyancourt, parce qu'il nous semble qu'on est dans les mêmes schémas depuis trop longtemps. Il y a de plus en plus de gens qui s'aperçoivent que Guyancourt est une ville très séparée, sur laquelle il faut mettre du liant, de la démocratie locale. Jean-Loup Caria devra batailler contre un ancien MoDem, Julien Hochely. Dans l'opposition municipale, il a décidé de se rapprocher du maire sortant, le socialiste François Deligné. C'est un choix personnel qu'il a fait, que nous regrettons, mais il a fait ce choix de quitter le MoDem et de quitter donc notre travail. C'est un choix personnel. Dans les autres villes de notre secteur, les candidats MoDem feront liste commune avec des formations assez diverses, PS, Europe Écologie Les Verts ou encore UMP. C'est le cas de Benoît Cordin à Trappes. On le retrouvera sur la liste d'Othman Nasrou. C'est une ville qui est absolument passionnante par sa diversité, aussi bien ethnique que culturelle que sociale. Et qu'à un moment donné, c'est une ville dans laquelle on a envie de faire des choses. Depuis maintenant plus d'un demi-siècle, c'est une ville qui est gérée par la gauche, qui est gérée de façon totalement électoraliste, pour seule vocation de gagner les élections année après année. Certains font le choix de rallier les maires sortants l'UMP, c'est le cas à Versailles. On a fait un énorme travail sur le terrain sur Versailles, depuis on a énormément de réalisations dont on est extrêmement fiers. Et je pense que le MoDem a eu vraiment sa part sur... François nous a vraiment donné sa confiance, et il n'y a aucune raison qu'on ne reparte pas avec lui. Même cas de figure à Voisins-le-Bretonneux, malgré la candidature d'une élue UDI, Alexandra Rosetti, Elisabeth de Viternes-Biette suit logiquement le maire actuel. C'est normal qu'on puisse continuer à travailler ensemble sur des projets dans une commune qui ne sont jamais complètement aboutis d'un mandat au bout d'un mandat, donc qui se prolongent sur d'autres mandats. Et voilà, ça me paraît c'est normal de continuer. À Elancourt, Laurent Vera est en pleine discussion avec Dominique Clochon, ancien élu sur la liste du maire sortant Jean-Michel Fourgousse. Il va falloir discuter du cœur du programme dans les semaines et les mois à venir. À titre personnel, j'aimerais bien qu'une chose soit mise en avant, c'est un programme pour le cœur de ville sur Elancourt. Parce que je considère que c'est une ville dont le cœur fait défaut. À Maurepas, Georges Bélief envisage une liste avec le groupe MoDem des élections de 2008. À Saint-Cyr-l'École, Evelyne Duquesnoy travaille elle aussi sur une liste indépendante. On va travailler pour proposer un autre projet citoyen, de manière à ce que la vie sur Saint-Cyr soit plus respectueuse et il fasse bon vivre, parce qu'on a l'impression que la ville commence à devenir une ville dortoir où il n'y a plus de commerce, où il n'y a plus d'associations, il n'y a plus de vie. Et là, je voudrais faire revivre ma ville. Voilà. Les MoDem seront donc un peu partout, avec des thématiques communes, la démocratie locale, la maîtrise des dépenses et le développement durable. Le parti de François Bayrou compte environ 600 adhérents dans le département. À Maurepas, la situation à droite s'éclaircit. L'UMP départemental a donné son investiture à Grégory Garestier, responsable de la section locale qui siège au conseil municipal de cette ville depuis la fin du mois de septembre. On écoute sa réaction à l'issue de cette décision de l'UMP. Très heureux que ma famille politique, à laquelle j'appartiens depuis sa création, m'ait fait confiance pour cette élection municipale et pour la représenter en tant que tête de liste. C'est le choix de la cohérence, c'est le choix du mérite, de la confiance, et puis c'est le choix du renouvellement. Voilà, je pense que ma famille politique a aussi misé sur le renouvellement vraiment des générations à Maurepas dont on avait tant besoin pour préparer l'alternance. Ma légitimité est reconnue officiellement par mes pairs et j'en suis très heureux et je remercie également tous mes soutiens. Je remercie surtout mon député Jean-Frédéric Poisson. Grégory Garestier qui a justement reçu l'investiture du Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson, le député de la 10e circonscription. L'UMP des Yvelines l'a donc préféré en tout cas à Pierre Le Guérinel, l'ancien premier adjoint UDI du maire sortant Georges Mougeot. Pierre Le Guérinel qui avait pourtant le soutien de Valérie Pécresse, la patronne de l'UMP départementale. Il se dit surpris et ne pas comprendre ce choix. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas de la déception ni de l'amertume. Mais c'est de la surprise parce que je suis toujours surpris qu'en politique on fasse pas les bons calculs. Je suis surpris parce que jouer la carte du chacun y va seul au premier tour, bon après tout c'est légitime, mais ça empêche de créer une dynamique
que, ce que je n'imagine pas, mais en mettant les choses au pire, si ça doit conduire par exemple à perdre la ville, c'est un très mauvais calcul pour l'UMP parce que ça fait perdre dans le même temps les voix des grands électeurs dont certains auront besoin pour les sénatoriales. Ça obère une partie de ce que l'UMP s'était rappelé la reconquête et la transformer, donc je suis un peu surpris qu'il n'ait pas réalisé à quel point il prenait un risque. Pierre Le Guérinel qui maintiendra donc sa candidature avec l'étiquette de son parti, l'UDI justement, qui a répondu à cette situation par la voix de son responsable, le député Arnaud Richard, responsable départemental de la formation UDI. Et il annonce avoir mandaté 3 de ses membres pour renouer le dialogue et conforter l'union avec l'UMP. Et puisqu'il est question des municipales, les choses s'accélèrent aussi à Saint-Cyr-l'École après la candidature du maire sortant, Bernard Debain, investi par l'UMP. Daniel Garçon d'Hiver Gauche annonce sa candidature avec le soutien du Parti socialiste. S'ajoute aussi la candidature d'Étienne Erasmus d'Hiver Droite. Nous partons pour la Verrière, non pas pour parler des municipales, mais parce que le maire a été reçu à Matignon cette semaine. Un entretien avec Jean-Marc Ayrault qui fait suite à un courrier qu'il lui avait adressé au lendemain des événements estivaux qui ont agité la ville de Trappes, mais aussi celle de la Verrière. Alain Hajaj demandait au gouvernement un choc de dignité. Il demandait aussi des mesures, des actions d'envergure pour les quartiers populaires. Jean-Marc Ayrault qui pourrait d'ailleurs venir à la Verrière dans les prochaines semaines. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, par exemple, pour tout un ensemble de personnes qui ont envie de réussir, envie de porter des projets, que ce soit professionnel, personnel, collectif ou individuel, c'était quelquefois la croix et la bannière, que les démarches étaient lourdes, longues, et que l'échelle de temps n'était pas la même entre les attentes urgentes des habitants et le temps des administrations, et donc il fallait absolument déconcentrer, décentraliser des aides. Je lui ai dit que moi j'étais favorable à un guichet unique des services publics dans les quartiers, de manière à ce que tous ceux qui travaillent pour l'accompagnement des habitants, que ce soit sur le point de vue social ou professionnel ou de formation, que les habitants ne soient pas obligés de faire des démarches dans toute l'agglomération nouvelle pour ici remplir un dossier CAF, ici avoir une aide à l'aide à l'entreprise, ici déposer un CV au Pôle emploi, ici se renseigner sur des droits. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, je l'avais dit, extrêmement humiliant d'être sans arrêt obligé de prouver ce que l'on veut, d'où on est et les difficultés qu'on rencontre. Donc dans nos quartiers, on doit être capable, je lui ai dit que j'étais disponible avec la maison de quartier du Bois de l'Étang, par exemple, pour la transformer en une maison des services publics et du citoyen, où à la fois on est un guichet unique pour accompagner les habitants et à la fois on est une espèce de lieu central de la citoyenneté. La Verrière se propose d'être un laboratoire, s'il le faut, d'idées nouvelles pour le bien des habitants. Le maire de la Verrière qui espère que ces idées seront retenues dans le cadre du projet de loi sur la ville sur lequel travaille en ce moment le ministre François Lamy, projet qui pourrait être dévoilé avant la fin de cette année. L'invité de cette édition, je reçois Nicolas Hardy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le président de l'association des parents d'élèves indépendants de Trappes. Hier soir, vous avez manifesté devant l'hôtel de ville pour demander le retrait immédiat de la semaine de 4 jours et demi. On va en voir justement quelques images. Les parents qui se mobilisent, qui demandent le retrait de cette réforme des rythmes scolaires. Comment s'est passée cette mobilisation? Est-ce que vous avez été reçu également en mairie? Alors, je regrette que la mobilisation était faible. Bon, on a eu une vingtaine de personnes qui se sont déplacées. Ça s'est déroulé aux alentours de 17h. 17h, donc effectivement, c'est encore un peu tôt pour mobiliser les parents. Parallèlement, donc moi, effectivement, j'étais présent lors d'un comité de pilotage en ville, donc avec les élus, le représentant du préfet, le représentant de la CAF, l'IA. Pour traiter justement de cette question-là, de faire Alors, un bilan pour mettre en place le PEDT, donc le projet éducatif territorial, qui devrait effectivement permettre un nouveau, ou plutôt une meilleure disposition ou proposition des rythmes. D'accord, c'est pour affiner encore ce qui a été mis en place. Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir obtenir ce retour en arrière? Parce que la mairie s'est engagée, la réforme doit passer. En 2014, ce sont les autres communes qui n'ont pas encore franchi le pas qui vont devoir le faire. Et vous pensez que là, à Trappes, on peut retirer, après les vacances de la Toussaint, ce rythme à 4 jours et demi? Si j'étais persuadé du contraire, que je ne pourrais pas le faire, j'arrêterais là. Voilà. Effectivement, je pense qu'il y a un bras de fer qui s'est engagé entre la ville et les parents d'élèves. Il est clair qu'en entendant les propos de la ville, de ses élus, effectivement, tout va bien. Voilà. Justement, qu'est-ce que vous reprochez à cette réforme, ces 4 jours et demi de classe?
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ce qui ne fonctionne pas, excusez-moi. Déjà, premièrement, des enfants fatigués, fatigués, énervés, et ça, on le rencontre dès le jeudi. Vous avez les enseignants aussi, vous le dites? Est-ce que vous avez des témoignages d'enseignants? Alors, on fait un travail de prospection sur toute la ville, par des questionnaires, par des pétitions. Enfin, tous les parents sont mobilisés sur la question. Les enseignants le font de leur côté aussi. Donc, effectivement, on a aussi des retours. Quand vous avez des élèves en CM1, CM2 qui, le jeudi après-midi, s'endorment en classe, on peut constater une saturation pour l'élève. Vous parlez aussi de dysfonctionnement dans la mise en place et la qualité des TAP. Ce sont les temps d'activité péri-éducatifs. Alors, des dysfonctionnements, effectivement. On a des ateliers... alors, effectivement, la programmation, je critiquerai pas la programmation telle qu'elle nous est proposée. Ce serait un petit peu malhabile et maladroit de ma part, mais effectivement des activités qui sont proposées comme le théâtre, je prends un exemple, où effectivement dès qu'il y a un manque, en plus voilà, on constate des manques d'animateurs, donc effectivement les activités sont des fois remplacées par du simple coloriage. Alors je ne me semble pas que les parents aient inscrit leurs enfants dans cette optique. De plus, pour revenir aux animateurs, soit ils sont en nombre insuffisant, soit quelques-uns, je ne parlerai pas pour tous les animateurs, mais soit que certains sont mal formés ou pas formés, contrairement à ce que Monsieur Malandin nous affirmait le 31 janvier 2013. De trappe, pour repréciser pour ceux qui n'habiteraient pas la commune. Justement, par rapport à ces animateurs, vous avez des vraies critiques contre eux, parce que pour certains, vous parlez d'agissement d'animateurs envers les enfants qui ne seraient pas appropriés. Alors effectivement, on a des retours. Donc Monsieur Malandin hier faisait encore part que c'était que des dires des parents, excusez-moi, quand effectivement en disant que les parents n'ont pas vu, mais moi personnellement effectivement je n'ai pas vu, mais de quelle nature, mais j'ai entendu, que ce soit dans les propos verbaux, que ce soit dans des gestes, dans des attitudes gestuelles. Donc je vais pas faire le procès des animateurs. En tout cas, vous dites que certains ne sont pas habilités à prendre en charge des enfants. Tout à fait, on l'affirme et la ville se cachant derrière son mutisme dans cette affaire, nous saisirons le tribunal administratif. La réforme se met en place. Trappes est l'une des premières villes, c'est d'ailleurs l'une des dizaines de communes dans le département qui a tenté de mettre en place la réforme et qui met en place la réforme dès cette année. Il ne faut pas faire preuve de patience aussi? La patience, moi je veux bien. Mais si on a des élèves qui en fin de semaine avant la fin de semaine sont déjà hors circuit. Donc c'est pas un nouveau projet que vous demandez. Ce que vous demandez, c'est l'annulation complète de cette réforme. Nous demandons la remise dès la rentrée de la Toussaint la semaine des 4 jours et de travailler sur un réel projet. On a 8 mois devant nous, ou même un peu plus, un réel projet pour la rentrée 2014. Ce qui aurait dû être fait dès le début. Voilà. Et hier soir, un intervenant a rappelé que Monsieur Hérault effectivement disait qu'il fallait du temps et qu'il leur a fallu du temps. Donc effectivement, première aberration et là c'est du gouvernement, ne pas proposer un choix, mais effectivement appliquer cette réforme en 2014 pour tout le monde. En 2014 pour tout le monde. Et si la demi-journée supplémentaire choisie était le samedi, est-ce que ça serait mieux? Ça simplifierait les choses aussi? Ça permettrait un temps de pause le mercredi au moins? Le souci, c'est que moi, personnellement, j'étais favorable au mercredi. Donc, je vais pas le cacher. Et vous pouvez aussi dire que maintenant, peut-être que le souci, c'est que je vois également, et comme j'ai dit hier soir, les personnes peut-être les plus aptes à évaluer les enfants, c'est quand même les parents. Et nous, on constate effectivement dès jeudi, vendredi, une fatigue et un énervement des enfants. Donc aujourd'hui, vous ne dites pas non au samedi, hein? Je ne dis pas non au samedi. Pour réfléchir. Alors effectivement, quand je dis oui au samedi, c'est ma position personnelle. Et ce n'est pas ma position. Je parlerai pas. C'est pas la position de l'ensemble du groupe. On l'a bien entendu. Une toute dernière question. Est-ce que c'est un enjeu de campagne? Il y a des élections municipales tout de même en mars. On sent à chacune de vos sorties aussi. On le voit. Il y a des opposants au maire, pour ne pas citer Othman Masrou par exemple, qui est soutenu par l'UMP, qui à chacune de chacun de vos communiqués, lui aussi fait part d'un communiqué et explique qu'il est contre cette réforme. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des liens entre vous? Est-ce qu'il y a des échanges politiques? On n'a pas de lien. Moi, j'ai rencontré des personnes du PC. J'ai rencontré également M. Nasrou. C'est pas une revendication politique aujourd'hui. Je lui ai mis également quelques critiques. Moi, personnellement, effectivement, l'équipe municipale tente à faire croire que je joue un jeu politique. Donc, je vais sortir de mon contexte, mais effectivement, je suis déjà passé ici sur ce plateau pour des questions politiques.
Au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus encarté nulle part. Les statuts de l'UNAP, enfin de notre association pour être locale, très clair, c'était ma question, il n'y a pas de question politique derrière. Des statuts nationaux m'empêchent d'avoir des activités politiques en tant que membre d'administration nationale et même président d'association. Donc on ne vous retrouvera pas sur une liste en mars prochain. Du tout. Pour être très clair. Merci Nicolas Hardy d'être venu sur ce plateau. Je rappelle cette manifestation hier et puis votre demande de retirer cette réforme de 4 jours et demi afin de refaire un bilan avant de présenter un nouveau projet pour 2014. Merci à vous. Une autre manifestation des élèves du lycée Émilie de Breteuil à Montigny, du lycée Mansart à Saint-Cyr-l'École, unis également pour une même cause, le soutien à Leonarda, une jeune lycéenne de 15 ans arrêtée lors d'une sortie scolaire expulsée au Kosovo. Et malgré les zones d'ombre qui entourent ce dossier, l'UNEF, le syndicat étudiant, veut en faire un exemple. Des centaines de lycéens dans la rue à Saint-Quentin-en-Yvelines ce vendredi matin, des jeunes du lycée Émilie de Breteuil, de Montigny-le-Bretonneux, rejoints par d'autres du lycée Mansart de Saint-Cyr-l'École. Une voix lycéenne qui voulait largement se faire entendre en soutien à Leonarda, 15 ans, arrêtée lors d'une sortie scolaire et expulsée au Kosovo. C'est le triste exemple d'une politique migratoire tout simplement inhumaine et à l'encontre des valeurs de l'école de la République. Le lycée dans lequel nous on apprend tous les jours, c'est le lycée de la République. Il est pour tout le monde. La manifestation était encadrée par l'UNEF et malgré les ombres qui entourent le dossier de cette famille, les révélations du père qui avoue avoir menti sur ses origines, le syndicat étudiant souhaite faire de ce dossier un exemple. Quand on est dans une situation de précarité, moi je m'en fous qu'on mente, il faut juste se mettre à sa place. Le mec qui vient quand même du Kosovo, territoire qui a été en guerre pendant de nombreuses années, donc moi je peux comprendre qui, pour avoir des papiers, il passe par des stratagèmes divers. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas ici, seulement ici aujourd'hui pour Leonarda, on est ici pour toutes les lycéennes et collégiennes qui sont expulsés chaque année. C'est 5 lycéens en moyenne qui sont expulsés par an, et ça c'est une situation qu'on ne peut plus accepter. Une enquête administrative est en cours, les conclusions devraient être bientôt connues. Prévention routière, entre accidents des deux roues en hausse, réflexion autour de la réduction de la vitesse. Et pas uniquement en ville, le préfet des Yvelines s'est exprimé. Il évoque des actions de prévention à mettre en place. On doit y travailler, on doit essayer de faire prendre conscience aux motocyclistes que leur comportement est parfois dangereux. Bien sûr, il y a toujours, ou le plus souvent, un autre véhicule qui est engagé dans ces accidents. Néanmoins, c'est souvent le comportement du motocycliste qui cause le danger. Par ailleurs, il y a la situation des 3 roues, des scooters à 3 roues, où là, on constate des défauts de maîtrise de ces engins par leurs propriétaires. Il n'est pas impossible que nous envisagions à titre expérimental et pédagogique des opérations sur la route pour essayer de faire prendre conscience aux motocyclistes que le fait de doubler les véhicules sur la file de droite peut présenter un danger. Donc nous allons faire ça dans les jours et les semaines qui viennent. À Montigny-le-Bretonneux, l'enseigne Bricorama va disparaître. La direction indique être victime de la concurrence de l'enseigne Leroy Merlin le dimanche. C'est situé sur le même secteur à Bois d'Arcy, notamment une autorisation dominicale dont ce magasin de centre-ville ne disposait en revanche pas. Bricorama à Montigny-le-Bretonneux perdait 100 000 € par mois selon le président du groupe. Une nouvelle qui interviendra, une fermeture qui interviendra d'ici la fin de cette année. Une librairie s'inquiète également de son avenir, toujours à Montigny-le-Bretonneux, après ce magasin qui va fermer de bricolage. C'est la librairie Le Pavé du Canal qui pourrait aussi fermer. Installée depuis 24 ans à Montigny-le-Bretonneux, elle subit la concurrence des ventes en ligne, le développement des livres numériques ou encore le prix des loyers trop élevés en centre-ville. Son fondateur souhaite passer la main. Pour l'instant, les repreneurs ne se bousculent pas. Quelques mots de santé pour poursuivre ce journal. Dans le cadre de la semaine du mal du dos, les chiropracteurs offrent jusqu'à ce vendredi soir des consultations gratuites pour vous permettre de faire un bilan dorsal. 8 Français sur 10 ont mal au dos au moins une fois par an. Le mal de dos est la cause de 13% des arrêts maladie et il coûte au moins 1 milliard d'euros chaque année à la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse primaire, justement, d'assurance maladie dans les Yvelines a participé activement à la journée du don de jeudi en organisant ici à Versailles un village du don où il était possible d'en savoir plus sur les associations qui nous sollicitent tout au long de l'année, don de soi, don du sang, de plaquettes, le don sous toutes ses formes. Il était bien évidemment possible de s'engager sur place, de passer de la parole aux actes. On écoute le directeur adjoint de la CPAM au micro d'Élodie Moine. La caisse primaire souhaite depuis maintenant plusieurs années s'engager dans une démarche sociale et responsable avec ses salariés. Et la caisse primaire est un acteur de la santé important dans les Yvelines. Et aujourd'hui, on trouvait que c'était bien d'avoir cette journée comme point d'orgue pour marquer cette journée du don.
On attend tout simplement de mobiliser nos collaborateurs, mais aussi le public qui vient nous rendre visite dans nos locaux. L'opération phare de la journée du don, c'est le don du sang, en partenariat avec l'établissement français du sang. Ce don du sang était ouvert à l'ensemble du personnel de la caisse primaire des Yvelines. Et aujourd'hui, on aura plus de 70 donneurs sur la journée. La semaine du handicap s'est terminée au gymnase Pierre de Coubertin avec le triathlon de l'Espérance organisé par l'association Média Handicap fondée par Sébastien Proyard. Chaque année, le même principe, des vedettes viennent relever 3 défis. C'est le chanteur Grégoire qui s'est prêté au jeu du basket fauteuil, l'occasion de découvrir de façon ludique le monde du handicap, d'approcher le vécu des personnes en situation de handicap. Autre marraine de cette édition 2013, vous l'avez aperçu, c'est Lucienne Moreau. Son visage ne vous est pas inconnu, vous avez pu la voir sur Canal+, et elle avait un message en direction de cette association Média Handicap. Média Handicap, ensemble sur la même ligne de départ. Message de Lucienne pour terminer cette édition du vendredi du 7-8. L'actu, je vous retrouve lundi en direct 18h. Excellent week-end.